Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'avoir pris le rendez-vous du Forum des rédactions de ce 1er décembre. Nous démarrons le dernier mois de l'année. Le Forum des rédactions d'aujourd'hui est intitulé, le thème est intitulé Décryptage de la rencontre Talon, les démocrates, nécessité d'un dialogue politique national. Et sur ce plateau, j'ai déjà mes deux débatteurs qui vont donc faire les analyses par rapport à cette rencontre qui fait beaucoup jaser sur les réseaux sociaux. Cette semaine a été sérieusement alimentée par cette actualité. À la sortie de cette audience, les démocrates ont donc organisé une conférence de presse, mais également au dernier conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement s'est prononcé par rapport à cette rencontre et a donc donné la position du gouvernement. Ce débat tournera essentiellement autour de cette rencontre Patrice Talon, les démocrates, et nous pourrons donc, selon les bases jetées, voir s'il est nécessaire d'organiser un dialogue politique national. Voilà le décor planté. Mesdames, Messieurs, je vais observer une courte pause avant de vous présenter les débatteurs. Retour sur ce plateau, à ma gauche, Marc Johannes Goudjanou. Bonjour. Bonjour Maurice Agua, bonjour Roland Laurent Antonin Kess, bonjour à tous les téléspectateurs d'Eden TV. C'est un plaisir d'être toujours avec vous. Merci de votre disponibilité de tous les instants. Vous êtes journaliste, analyste politique. Merci d'être venu sur ce plateau. À ma droite, lui, on ne le présente plus. Roland Laurent Antonin Kess. Bonjour. Maurice Agua, bonjour. Marc Goudjanou, bonjour. Téléspectateurs d'Eden TV, auditeurs de la 102.3 Diaspora FM, bonjour. Amis Internet, bonjour. Vous êtes journaliste, analyste politique. Aujourd'hui, donc, vous le savez, nous parlons de cette rencontre entre le président Patrice Talon et les membres du parti Les Démocrates. Une rencontre qui a été suscitée par ce message adressé à la communauté internationale par l'ancien président Thomas Boni Yayi, aujourd'hui président du parti Les Démocrates, qui estime que le processus électoral au Bénin n'est toujours pas ce que ça devait être, et notamment qui conteste en quelque sorte la liste électorale. Et donc, ceci a amené le président Patrice Talon à inviter les membres du Parti des démocrates à la présidence de la République. Au terme de ces échanges qui ont duré plusieurs heures, les membres du Parti des démocrates ont donné une conférence de presse que je vous invite à suivre. Il en ressort que le président Patrice Talon a marqué son accord pour un audit de la liste électorale et a même rassuré d'y corriger toutes les anomalies. Le premier point d'accord que nous avons pu discuter de façon fructueuse a été la question de la liste électorale. Le président de la République a marqué son accord pour qu'un audit soit diligenté, si possible avec d'autres forces politiques, mais si les autres forces politiques ne sont pas disponibles, nous ferons le travail. L'autre bonne nouvelle issue de cette rencontre historique est que le président Patrice Talon a instruit, séance tenante, le ministre de la Justice d'accélérer les démarches pour la libération des jeunes étudiants, artisans et collégiens arrêtés lors des événements malheureux de 2019, 2020 et 2021. La deuxième grande préoccupation qui a connu un accord et une entente avec le président de la République, c'est la situation de nombre de nos camarades et compatriotes qui sont dans les prisons. Le président de la République a donné, séance tenante, les instructions au ministre de la Justice pour que les dossiers soient accélérés.
Par contre, les espoirs se sont effondrés quant à la libération de Ricky Amadougou et Joël Aïvo, même si c'est le cas Ricky Amadougou qui a plus circulé sur toutes les lèvres. Nous avons, avec grande tristesse, enregistré de sa part un refus d'être attentif à nos demandes, à nos cris de cœur par rapport à certains de nos camarades, notamment Mme Rekiatou Madougou. Le cas des sojaculteurs n'a pas été occulté au cours de la rencontre entre le chef de l'État et les opposants. Le prix d'achat aux producteurs. Le président de la République a fait avec nous le constat que ce phénomène a existé, mais qu'il ne dépend pas de lui. Que sa décision, enfin que la décision du gouvernement reste conforme à ce que nous avons obtenu et que donc des dispositions seront prises pour annoncer aux populations que les prix, la taxe à l'exportation qui est de 30 francs est mise en œuvre dès maintenant et non à partir du mois de janvier. Donc un communiqué gouvernemental passera pour préciser cela. La question relative au conseil électoral a été aussi au cœur des échanges. En situation normale, le conseil électoral serait composé de 2 personnes, de 2 représentants désignés par le parti Les Démocrates. Le président de la République est resté un peu, pas très ouvert à la question, mais nous ne baissons pas la garde. Le président de la République n'entend donc pas démordre, mais les démocrates espèrent toujours. Les démocrates espèrent toujours, et puis il a dit, nous ne baissons pas la garde. Le mercredi dernier, au thème du Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement, secrétaire général adjoint, à la personne de Wilfried Léandre-Ngouédi, s'est donc prononcé sur cette rencontre. Il est revenu sur ce qu'il faut retenir de cette rencontre. On le suit. Plusieurs points ont été en débat, notamment celui qui portait sur la préoccupation de ce parti relative à la fiabilité de la liste électorale, dont il réclame un audit. Le président de la République s'est montré tout à fait disponible et ouvert, et vous l'avez vu, a offert à ce parti la possibilité de recourir à des experts de son choix, lesquels seront mandatés pour procéder à l'audit. Ensuite, un point qui a été abordé, et vous l'avez entendu, ça a été le plaidoyer de la délégation de ce parti pour l'amnistie en faveur de personnes incarcérées à la suite de violences perpétrées dans notre pays à l'occasion des élections de 2019 et 2021 en particulier. Et à ce propos, le président de la République a tenu à être clair pour dire que de sa position et de son point de vue, autant les jeunes gens, étudiants notamment, qui ont pu être manipulés pour être déversés dans les rues à l'effet de commettre des forfaits, autant ils comprendraient bien que ces personnes, ces enfants de la République, puissent bénéficier de la magnanimité républicaine. Et à cet effet, il avait déjà instruit le garde des Sceaux d'avoir à instruire le parquet afin que les procédures soient accélérées et que s'il y avait certains de ces enfants dont la responsabilité ou la culpabilité s'avérait, qu'ils étaient condamnés, lui, il se verrait bien en bonne disposition d'esprit pour les gracier afin de sauver leur avenir. A contrario, le président de la République a indiqué qu'il lui semblait pertinent, en tant que responsable, de prôner le sens de responsabilité à l'égard de tous et en particulier à l'égard des acteurs politiques. Ce qui veut dire que ceux qui, en raison de leur appartenance à la classe politique, ont pu commettre des forfaits, des infractions graves, ont pu inciter les enfants à commettre ces infractions, seraient en réalité
les vrais responsables et que le devoir d'exemplarité ne devrait pas amener un dirigeant politique à les exonérer de leurs responsabilités. Par ailleurs, il y a eu un sujet, je dirais, subsidiaire qui a été abordé, c'est celui relatif au soja. Avant cette rencontre, le gouvernement avait pris de nouvelles mesures incitatives au profit de la filière soja et en particulier au profit des producteurs, à savoir ramener la taxe ou la contribution à la promotion et à la recherche agricole à 30 francs CFA par kilo, ce qui n'était pas le cas la saison dernière puisque c'était de 140 francs. Donc, incidemment, le sujet a été abordé et les clarifications nécessaires ont été apportées pour faire savoir que la mesure était d'application immédiate. Et puis, de façon globale, je crois qu'on a assisté à un moment républicain avec le chef de l'État dans la posture du père de famille, mais davantage d'homme d'État, qui a apporté les explications, les clarifications nécessaires afin de faire comprendre à ses hôtes la nécessité de préserver nos acquis. Eh bien, retour dans ce studio. J'espère que vous avez suivi avec attention non seulement le résumé du point de presse du parti Les Démocrates, mais également la déclaration, ou du moins l'extrait, du porte-parole du gouvernement par rapport à cette rencontre. À mes débatteurs, je voudrais vous poser donc la première question. Mac Goudianou, Laurent Roland-Tonique, est-ce que cette rencontre était-elle nécessaire? Je dirais oui, cette rencontre était plus que nécessaire parce que nous savons que nous sortons bien évidemment d'une élection période électorale, notamment de janvier 2023, où les mêmes faits qui étaient reprochés au processus électoral depuis 2019, les mêmes situations qui ont conduit à ce que certains partis ne puissent pas aller aux élections, les mêmes situations qui ont fait qu'il y a eu des violences, des émeutes, un peu de casse dans le pays, certaines situations qui ont fait que des gens se sont retrouvés en exil ou en prison, les mêmes situations sont toujours là, parce qu'on n'a jamais réussi à trouver une solution aux problèmes posés par les uns les autres. Donc il fallait à un moment donné s'asseoir pour discuter. Et je crois que n'eût été cette saisine de la communauté internationale par le président Boni, ce n'était pas évident, gagné d'avance, que nous puissions assister à une telle rencontre entre le chef de l'État et son prédécesseur, et bien évidemment, qui est aujourd'hui le président du parti Les Démocrates et les membres de cette formation politique. Donc oui, cette rencontre était plus que importante, en ce sens que ça permet de connaître au moins même en attendant que le dialogue national évoqué ou appelé de tous les vœux par certaines formations politiques avant qu'on ait ce dialogue national, c'est que au moins on connaît plus ou moins la position de chacun des acteurs sur des questions essentielles, notamment liées aux différents processus électoraux et notamment liées au processus électoral à venir, notamment pour 2026. Et ça permet aussi de situer comment est-ce que tel ou tel prévoir régler tel ou tel problème qui persiste depuis des années. Et c'est très important. Je crois que après cette rencontre, les Béninois se sont fait une idée de Boni, se sont fait une idée de Patrice Talon. Chacun maintenant se fait une opinion de Boni et de Patrice Talon, notamment du Parti des démocrates et de Patrice Talon. Donc, et en son temps, je crois que les Béninois n'hésiteront pas à trancher, parce que c'est eux qui ont le dernier mot pour trancher, pour aviser. Donc, comme le chef d'État l'a dit, on avisera. Et donc, les populations béninoises sont plus que jamais informées. Et maintenant, on l'information, je ne dis pas information, savent comment prendre chaque acteur dans la balance et qu'est-ce qu'il faut espérer davantage des acteurs politiques à divers niveaux pour les différents prochains processus électoraux. Mac Goudianou, je vous repose la même question. Est-ce que cette rencontre était-elle nécessaire? Oui, il faut reconnaître que c'était une rencontre nécessaire parce que cette rencontre enlève en quelque sorte ce cliché de va-t-en-guerre qu'on trouve toujours à ce parti, les démocrates, et si précisément depuis que l'ancien président Boni a pris la tête de ce parti, on se disait peut-être que c'est un nouveau système qui va se mettre en place pour pouvoir quand même aller au-devant de la scène afin de pouvoir contrer de façon farouche la politique du président Patrice Talon. Mais nous avons
avons vu un ancien président, Boni Yayi, avec tout son entourage dans un schéma de dialogue, dans un schéma d'écoute, et également le président Patrice Talon qui les a bien sûr invités à ce dialogue-là, à cette rencontre-là, afin de pouvoir échanger sur un certain nombre de préalables qui puissent quand même les aider à pouvoir aller un peu de l'avant, pour que lorsque vous échangez, ça permet quand même de savoir quels sont vos besoins, quelles sont vos attentes en matière de science, pour que le chef de l'État également puisse en tenir compte, pour pouvoir quand même ouvrir les différentes voies et moyens pour permettre à ce que cela ait lieu, puisque cela va donner l'ouverture à la nécessité d'un dialogue politique national qui va quand même permettre de régler un certain nombre de problèmes, parce que tel que mon vis-à-vis l'a dit, Laurent l'a dit, c'est que tous les processus électoraux qui ont eu lieu durant ces dernières années sous Patrice Talon ont laissé un petit peu de doute quant à l'organisation des élections au Bénin, quant au fonctionnement réel des institutions du pays. Donc, il faudrait quand même qu'à ce moment donné, les démocrates et également d'autres partis qui vont peut-être se mettre dans la course d'ici quelques années, de pouvoir être rassurés qu'ils vont réellement à un jeu démocratique, à une élection démocratique avec les mêmes chances. Et donc, pour ça, il faudrait que l'on s'écoute, l'on s'entende quand même pour pouvoir comprendre ce que l'on espère vis-à-vis l'un des autres, pour pouvoir quand même régler un certain nombre de problèmes, pour que le peuple puisse s'en sortir gagnant, parce que dans un climat délétère, je crois que ça n'avantage ni les hommes politiques qui y sont également, ni la population, et ni le développement du pays. Donc c'est important que ces grands hommes qui détiennent en quelque sorte les fils pour pouvoir mener le Bénin à bon port, qui détiennent la commande du pays, qui puissent quand même s'écouter, trouver des compromis, voir dans quelle mesure ils peuvent apporter plus d'éléments qui puissent concourir quand même à la paix dans le pays et à la paix dans le système politique dans lequel nous vivons actuellement. Le chef de l'État, Patrice Talon, a cédé à certains points que les membres du Parti Les Démocrates appellent points d'accord, points de désaccord. Le président n'a pas été d'accord sur d'autres points. Comme point d'accord, c'est par exemple la libération des détenus politiques, les jeunes, tout ça, les jeunes étudiants qui sont en prison. Laurent Olatoni-Ikes, quand vous portez votre regard d'analyse politique sur cette rencontre, est-ce que vous avez comme impression qu'elle a été bien préparée ou mal préparée? Alors, je dirais que au cours de cette rencontre, j'ai vu un chef d'État qui a fait son one-man show politique. Et on a comme l'impression qu'il était devant ses subalternes politiques, malheureusement, parce qu'on a pu voir les séquences, capsules qui ont été coupées, diffusées un peu là, un peu ça et là, pour en fait diminuer, humilier parfois à la limite les membres du Parti des démocrates, parce qu'on a utilisé les séquences dans lesquelles le chef d'État faisait son show et semblait faire de la leçon, faire de la morale aux autres acteurs politiques. C'était leur avantage et c'est de bonne guerre. Justement, c'est-à-dire que chaque acteur profite de la situation pour communiquer abondamment. Toujours est-il que parfois vous pensez bien faire, mais il y a deux observateurs qui suivent. Le peuple peut suivre et ne jamais réagir au meilleur moment. Parce que dès lors que vous pensez que vous avez le levier en main et que vous faites votre show, les gens vous observent, les gens peuvent... En fait, ça a été une manière pour moi davantage d'exposer le chef de l'État. Pour moi, cette manière de faire n'a pas rendu service au chef de l'État. Et ils le comprendront, ses soutiens le comprendront d'ici là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a comme l'impression que ça fait le show du chef de l'État, parce que quand les gens posent des questions, il les reprend, il les interrompt. C'est justement la raison de ma question. Est-ce que ce n'est pas les démocrates qui ont donné l'opportunité au chef de l'État de faire ce que vous appelez son show? Mais c'est pour cela que je vous demande, est-ce que, au regard de ce que vous avez vu, est-ce que vous avez comme impression que cette rencontre a été bien préparée par les démocrates? Pour moi, les démocrates n'ont pas pris le temps certainement de bien préparer. Ils n'ont pas en fait appris la leçon sur la dernière expérience qu'ils avaient eue. Rappelez-vous qu'il y avait une réunion au cours de laquelle il y avait eu même un dialogue
carrément entre Éric Ngoundété et le chef de l'État, Oui. où le chef de l'État défiait pratiquement Éric Ngoundété, Avant le dialogue politique, qui avait des arguments qui me démontraient par A plus B que le chef de l'État était en erreur. Donc, quand vous avez déjà eu une personne en face de vous comme ça, qui a semblé vous affaiblir, qui a semblé vous humilier publiquement à la face du monde, avant d'aller à une telle rencontre, vous vous préparez. Et j'ai senti un manque de confiance de la part des membres du parti Les Démocrates. C'est-à-dire qu'ils ne parlaient pas rassurés. Vous constatez clairement qu'il y avait quelqu'un qui dominait les échanges, c'est Patrice Talon, qui dominait les échanges, dont la voix portait, voix s'imposait au cours de la séance. Et donc je crois que les démocrates en réalité à ce niveau ont péché. Ils auraient dû peut-être changer de posture en tenant compte des expériences par le passé, savoir quoi dire, quoi ne pas dire. Par exemple, quand on prend la question évoquée par Éric Ngoundété sur la nécessité d'envoyer quelqu'un de l'opposition, notamment du parti les démocrates, à l'Assemblée nationale, à la Cour constitutionnelle. Au fond, Éric Ngoundété n'a rien dit de mauvais. Au fond, vous le pensez? Oui, il n'a rien dit de mauvais. Le problème, c'est que à qui il pose la question, à qui il demande le service, c'est oublier à qui il parle en réalité. Parce que ce dont parle Éric Ngoundété, on a déjà vu d'autres manières de cette situation-là se produire quand même. Vous avez dit d'autres manières. D'autres manières. Ce n'est pas cette manière. Non, mais ça veut dire que quoi? Ce qu'il propose n'est pas mauvais en soi. Seulement que la manière de le demander... De façon crue. C'est assez, en fait, assez cru au point où on pense que... C'est assez trop facile. On pense qu'ils sont dans la manipulation, alors qu'en réalité, on a bien des exemples qu'on peut citer en montrant que quelque part, les institutions aussi ont été manipulées. Je ne sais pas par qui. Parce que je donne 2 exemples simples. Conseil électoral. On a nommé 5 personnes. Avant que les 5 personnes ne fassent la prestation de serment, l'une des personnes a démissionné, notamment Aboubakari Adam Soulé, père de la ministre Aurélie Adam Soulé. Il a démissionné. On a installé 4 personnes. Et au cours de l'installation, le chef de l'État a exprimé le vœu de voir une femme qui remplace la personne qui a démissionné. Mais les députés sont allés chercher François Abiola pour remplacer Aboubakari Adam Soulé. Ça fait 5 personnes. Les gens commencent à critiquer pour dire, mais comment un pouvoir qui prétend faire la promotion des femmes peut mettre en place un conseil électoral sans une femme? Quelques semaines plus tard, la personne que le chef de l'État a envoyée au conseil électoral, Adolphe Dima, a démissionné. Et pour le remplacer, le chef de l'État a nommé une femme. Ça s'est passé dans ce Bénin. C'est une institution. Ça s'est passé dans ce Bénin. On n'est pas encore mort. Mais la personne a démissionné. Bien sûr. Ça veut dire quoi? Mais à la Cour constitutionnelle, personne n'a démissionné. Attendez, je n'ai pas fini. Éric Ngoundété a dit... Longtemps une institution. Il a suggéré la démission de quelqu'un. C'est ce qu'il a dit. Ça veut dire qu'on a déjà vu une démission de quelqu'un quelque part. On l'a remplacé par une femme. Parce qu'on souhaitait qu'une femme soit là. Lui, il fait une démission suscitée. Mais la démission dont on parle là, c'est à noter. Ok, d'accord, continuons. Mais un autre exemple. Nicolas Sogba, au conseil électoral, vice-président. Quand on a besoin de lui à la Cour constitutionnelle, on l'a nommé là-bas. Vous et moi, nous sommes dans ce Bénin, on a vu ça. Nicolas Sogba, quand on a enlevé du conseil électoral pour le nommer encore à la Cour constitutionnelle, là, vous pensez qu'il n'y a plus personne dans ce pays qui pourrait occuper son poste à la Cour constitutionnelle? C'est possible. En réalité, quand vous êtes en position de faiblesse, il y a des choses que vous ne devez pas faire l'erreur de demander parce qu'on va vous humilier comme si c'est vous. On vous prend comme... la préparation. Voilà, on vous prend comme la mauvaise personne. Malheureusement, les gens s'attaquent à Éric Ngoundété aujourd'hui comme s'il était la mauvaise personne. Mais non, il a dit que parce que... Comme s'il était le mouton noir. Voilà, quand on regarde la loi, c'est bien clair. C'est vrai qu'on dira que les démocrates ne sont pas seulement le parti, ce n'est pas le seul parti d'opposition. Mais aujourd'hui, ils ont des élus à l'Assemblée nationale. Et donc, si on doit tenir compte du processus électoral, c'est qu'en tenant compte de la configuration politique à l'Assemblée nationale, c'est majorité-minorité. Et de ce point de vue minorité, les démocrates peuvent espérer ou demander, souhaiter avoir une personne qui les représente non seulement à la Cour constitutionnelle, mais aussi au Conseil électoral. Ce n'est pas sorcier que de le demander. C'est vrai que c'est là aussi les noms dits de nos différentes lois. Parce qu'en réalité, le parti FCBE se réclamant de l'opposition à quelqu'un au Conseil électoral. Mais si par exemple on dit que chaque fois
qu'il y a un processus électoral, il faut revoir la configuration des institutions en charge des élections, pas la Cour constitutionnelle, parce que ça au moins. Mais au niveau du Conseil électoral, par exemple, si on disait que, par exemple, au terme d'une nouvelle élection, il faut revoir l'équipe, c'est que ça pourrait aider les démocrates. Mais la loi n'a pas prévu ça. C'est ça qui fait qu'ils seront obligés de subir. Et c'est à eux maintenant de se préparer autrement. Donc moi je dis une chose, moi j'ai vu un président qui était préparé psychologiquement. Mais les démocrates qui n'étaient pas bien préparés. Non, j'ai pu voir aussi. Non, vous savez, il y a des questions sur lesquelles, en fait, le chef de l'État, Bouni Yahya, a piégé le chef de l'État, Patrice Talon. L'ancien président, par exemple, Bouni Yahya, a piégé le chef de l'État. Sur la question de Réki Amadougou, par exemple, et de Joël Ivo. Le chef de l'État, dans sa réponse, dit « Je vous avais déjà dit ça. Oui. » Et il a dit « Ah bon ?» Il dit peut-être j'étais distrait. Oui. Cela, je pense que quoi? Peut-être qu'au cours du tête-à-tête entre les deux, avant la réunion élargie, il a dit on n'évoque pas ce sujet-là. Mais là, pour moi, il a manqué de sagesse pour le chef de l'État dans sa réponse. Parce que la sagesse aurait été quoi? La sagesse aurait été on va réfléchir par rapport à ça après. Le simple fait de dire je ne compte pas le gracier avec cette force, l'expose et là. Pourquoi? Ça ne l'expose pas. Non. Vous direz que... Il vaut mieux être franc que ça dénote d'une rancœur. Vous savez, Moriagua. Il vaut mieux être franc. Il vaut mieux être franc, comme j'aime la franchise du chef de l'État. La preuve, il a dit, après avoir dit, ça certainement, il a réussi à se racheter en disant, elle peut être graciée demain ou après. Ouais, il a dit. Oui. Mais ça veut dire quoi? Ce sur quoi ils ont parlé, il a interdit peut-être à son prédécesseur de ne pas en parler. Il est venu l'exposer et il a sorti pratiquement de son gant. Il a sorti de sa zone de confort et sa réponse. Aujourd'hui, les gens prennent le chef d'État comme quelqu'un d'orgueilleux dans une certaine mesure. Excusez, mais c'est l'opinion, c'est ce que l'opinion prend du chef d'État aujourd'hui. Ça veut dire que quoi? Les prochaines fois aussi, le chef d'État aussi, excusez beaucoup, je le dis, je parle des démocrates qui ont eu à faire des erreurs au cours de la séance, mais je parle aussi du chef de l'État. Le chef de l'État aussi, parfois, a de ces discours, parfois, qui sont teintés d'erreurs, parfois, de communication. Quand on dit certaines choses devant la presse, parce qu'aujourd'hui, on a pu voir les capsules qui passent, on montre que c'est les démocrates qui sont affaiblis, on montre que c'est les autres qui ont fait des erreurs, qui ne se sont pas, qu'ils ont demandé l'impossible au chef de l'État. Mais dans les réponses du chef de l'État, si on doit s'asseoir réellement et qu'on doit étudier les prises de position, les prises de parole de chacun, on comprendra que le chef de l'État s'est plus fait mal dans cette rencontre qu'il ne s'est fait du bien. Parce qu'il s'est carrément exposé. Et les Béninois, quand vous écoutez l'opinion, même ces proches qui vont vous tenter de nous désavouer pour dire que qu'est-ce qu'on dit là, ils savent très bien qu'autour d'eux, beaucoup pas mieux, et même certains pas mieux, ne sont pas d'accord sur certaines réponses données par le chef de l'État. Il n'y a que les vous-vous-là, les affamés qui ont leur cerveau à la tête, leur cerveau au niveau de l'estomac, qui penseront que le chef de l'État a tout fait bon et que c'est bon, et ils vont continuer à induire le monsieur, à l'encenser, à l'indier en erreur, et après c'est les premiers qui vont sortir. Qui vont le lâcher. Attendez 2025. Patrice Talon doit pouvoir rester éveillé. D'accord, très bien. Patrice Talon doit pouvoir rester éveillé. Magou Dianou, voici ma question. Ça concerne le président Thomas Boni Yayi. Est-ce que vous ne pensez pas que par rapport au point d'accord obtenu et au point de désaccord, si le président Boni Yayi était allé seul à cette rencontre, discuter avec Patrice Talon, qui n'aurait pas obtenu plus de points d'accord? Non, bon, je ne pense pas. Certaines têtes n'ont pas par hasard influencé non, je ne pense pas. Vous savez, la rencontre, vous savez, titiller un peu, énerver le chef de l'État. La rencontre dont on parle a été organisée par qui? Par le chef de l'État. C'est le chef de l'État qui les a invités. Ça veut dire que lui, il a déjà bien préparé sa rencontre. Il était sûr. Il était sûr, il a déjà bien préparé sa rencontre avant de pouvoir les inviter. Donc, sur certaines questions, il a déjà anticipé. Il savait les questions oui, attendez, il a déjà anticipé. Ici, l'actualité, il a déjà anticipé sur certaines questions et sur certaines réactions, peut-être, des représentants du Parti des démocrates qui allaient venir. Donc, il Boni seul à cette rencontre n'aurait pas. Il connaît bien le président Boni Yayi. Il connaît très bien le président Boni Yayi. Ils se connaissent très bien. Il sait quel type de questions Boni Yayi peut lui poser et dans quel
style il peut le poser. Donc, il connaît déjà à peu près quelle réaction Éric Ngundeté pouvait avoir compte tenu des échanges qu'ils ont déjà eu par le passé. Donc, il a déjà anticipé sur un certain nombre de choses. Et lorsqu'au cours du débat, au cours des questions, on remarque qu'en réalité, tel que Laurent l'a dit, le chef de l'État qui était très bien serein, parce que détenant toutes les armes... Pas serein jusqu'à la fin, parce qu'à un moment donné, on a vu le temps monter à un moment donné. Oui, parce que l'émotion y est entrée. Parce que lorsque on te prépare tellement à une rencontre comme ça, et que tu es humain, sauf qu'à un moment donné, lorsque les discussions vont évoluer, tu peux être irrité il y a des rebondissements, il y a des questions qui te touchent de façon personnelle. Et connaissant l'orgueil du chef de l'État, c'est forcé qu'il y aurait des questions qui vont le toucher personnellement et sur lesquelles il va réagir. Et on l'a noté lors de la rencontre, on l'a noté également. Sur la question où on est passé dessus, où on voulait faire croire que les démocrates voulaient tordre le cou à la loi, voulaient qu'on arrange la loi selon leur bon vouloir. Or, il sait pertinemment que par le passé, des actions ont été menées qui ont mis du discrédit quand même sur certaines institutions de la République. Donc, du coup, il sait qu'il y a mal donne à un moment donné. Lorsqu'au cours des échanges, ce qu'on recherche beaucoup plus, c'est qu'on puisse arriver tous à un consensus, à un accord mutuel entre nous. Et on a compris que sur les points sur lesquels quand même les démocrates s'étaient beaucoup plus accentués en ce qui concerne la libération de Rekiat Madougou et de Joël Aïva, ainsi que des détenus politiques. La libération il a été exactement, il a été un peu, il n'a pas été très rigoureux sur la libération des étudiants parce que c'est d'autant plus normal, mais ceux à qui il voulait, il en voulait beaucoup plus, il a été rigoureux là-dessus, il a dit non, je l'avais déjà dit, donc il ne veut pas revenir là-dessus. Or, normalement, en tant que chef de famille, en tant que chef de l'État, il pourrait bien sûr dire, ok, vous êtes déjà revenu sur la question, mais vous savez, la justice a fait son travail, c'est vrai que de ma position, les tests de la République me donnent la prérogative de pouvoir les gracier à un moment donné, mais je vais étudier la question, dépendant peut-être de vos attitudes en tant que parti d'opposition, de vos réactions, de comment vous allez vous comporter d'accord, à l'avenir, parce qu'il ne faudrait pas toujours que dans votre position d'opposant, vous vous mettez à enflammer la République, à créer des tensions ci et là, pour pouvoir quand même créer beaucoup plus de préjudice à l'État. Donc, du coup, si vous restez dans la droite ligne de pouvoir critiquer les actions du gouvernement, de pouvoir apporter des approches de solutions, de pouvoir permettre quand même d'aller au dialogue qui est très important. Parce que dans le dialogue, il y a la représentation des intérêts divers, puisque le chef de l'État également a le pouvoir, donc il a des intérêts à sauvegarder. Les opposants également, de leur position, ont également des intérêts à sauvegarder. Et ces échanges vont offrir une plateforme pour discuter des intérêts, des préoccupations variées, pas seulement de chaque parti, mais des préoccupations variées liées aux besoins de la population. Et ça va nous assurer une représentation complète en réalité et équitable des aspirations du peuple, d'accord, partagées par les partis d'opposition et également de certaines réalisations du pouvoir en place qu'il faut pouvoir quand même encourager. Parce qu'il faut reconnaître, tout n'est pas noir. Et quand les partis, les démocrates sont allés à la rencontre, ils ne sont pas allés pour pouvoir peindre, en tout cas, le mandat du chef de l'État ou quoi que ce soit. Ils sont allés pour des revendications très bien précises. La seule chose qui leur a manqué, effectivement, c'était la préparation. Puisque réellement, ce qu'ils auraient pu faire peut-être, et que le gouvernement aussi pouvait surfer dessus, c'est que si à un moment donné, il disait, OK, le chef de l'État veut nous rencontrer à tel moment, bon, nous, on n'est pas prêts, d'accord, on peut reporter la rencontre. Le chef de l'État peut se réunir après avec les membres du gouvernement, avec son secrétaire général sorti pour dire, OK, nous avons voulu rencontrer les membres de l'opposition, les membres du Parti Les Démocrates, mais ils n'étaient pas prêts pour pouvoir nous discuter avec nous. Or, ce qu'ils voulaient peut-être à l'instant là, c'était peut-être le report pour pouvoir mieux se préparer afin de venir à la rencontre. Donc, pour pouvoir également éviter ce piège, sûrement les démocrates ont dit OK, comme lui-même, vous savez, quand Éric Ngundeté était président du parti, il a fait une rencontre avec le chef de l'État en avril.
d'accord, déjà au cours de cette rencontre, Cette rencontre qui a amené les Béninois à lui dire qu'il allait quémander le chef de file de police. Voilà, donc ce n'était pas seulement la seule question qui était à l'ordre du jour de cette rencontre. Les questions qui ont été ramenées actuellement, il y avait eu également ces questions lors de cette rencontre, en ce qui concerne la libération des détenus politiques et autres. Donc ça veut dire que lors de cette première rencontre, ça n'avait pas suscité autant de tollé. Aujourd'hui, maintenant, je crois que la cellule de communication de la présidence avait les armes qu'il faut quand même, parce que c'est eux qui avaient l'exclusivité, d'accord, puisque la presse n'était pas acceptée à cette rencontre. Donc, eux, ils avaient l'exclusivité. Donc, il faut que les Béninois comprennent que c'est de bonne guerre, hein, tel que vous l'avez dit, c'est de bonne guerre, mais néanmoins, tout le monde n'est pas naïf. Et on sait que lorsque vous avez le pouvoir d'État en votre main et que vous organisez une rencontre comme ça, vous êtes d'abord mieux préparé que vos vis-à-vis. Vous avez les outils qu'il faut pour pouvoir faire la communication qui vous arrange. Ce qui fait que, est-ce qu'aujourd'hui, j'ai un frère qui est à l'extérieur, qui m'a dit, Marc, mais est-ce que je peux avoir la totalité de la rencontre, l'intégralité de la rencontre du chef de l'État avec les démocrates? Il a dit, mais je ne peux pas avoir ça. Moi-même, je n'ai pas ça. Je n'ai que ce qu'on nous a montré, ce qu'on nous a servi. Donc, du coup, ça montre en réalité une politique de communication qui est bien assez et qui a un résultat donné. Et ce résultat, nous l'avons tous constaté. C'est ça qui a suscité les tollés, ci et ça, sur les réseaux sociaux un peu partout. Parce que l'émotion s'y mêle. Et lorsqu'on ne s'assoit pas pour faire une réflexion approfondie sur les tenants et les aboutissants de cette rencontre, mais sur ce que les démocrates ont demandé, je crois qu'il n'y a rien d'extraordinaire. Il n'y a rien d'extraordinaire. Gracier les détenus politiques, il n'y a pas de souci. On a su, on sait dans quelles circonstances telles et telles ont été arrêtés. Et on a su comment ils ont été jugés, les peines qu'ils ont eues. Il y a d'autres détenus qui sont en prison. D'accord? Ces étudiants-là, eux tous n'ont pas été totalement jugés. Il y en a qui sont en instance. Il y en a qui ne sont même pas jugés. Voilà, il y en a qui sont en instance. Donc, pourquoi on parle de détenus politiques aujourd'hui? Détenus politiques. Ça veut dire beaucoup de choses. Quand on dit détenu politique, ça veut dire beaucoup de choses. Donc ça veut dire que le plus naïf Est-ce que le chef de l'État a accepté qu'il y a des détenus politiques? Le gouvernement n'a pas reconnu. Il n'y a pas de détenus politiques au Bénin. Si vous ne le savez pas, je vous le dis. Jusqu'à nouvel ordre, le gouvernement ne reconnaît pas qu'il y a de détenus politiques. Et le porte-parole du gouvernement est revenu là-dessus à maintes reprises. Voilà. Donc moi je dis, et c'est pourquoi... Alors pourquoi ils veulent faire... Alors que pour la libération, d'accord? Pourquoi ils sont revenus alors sur la libération des étudiants et autres? Et dans la conférence de presse, il dit que les étudiants, c'est des gens qui ont commis des fautes lors des élections. Ils ont été induits en erreur. Ils ont été manipulés. Ils sont politiques, non? D'ailleurs, ils sont politiques, non? J'ai suivi dans le compte rendu du chef du porte-parole du gouvernement qui dit que le chef de l'État a instruit le garde des Sceaux. Le garde des Sceaux a instruit... Avant de réagir sur cette affaire, avant de réagir sur cet aspect, je voudrais qu'on se prononce sur quand même les points d'accord. Le chef de l'État ne se n'est pas donné à accepter qu'on fasse un audit sur la liste électorale et qu'on contacte, que les démocrates peuvent contacter l'expert de leur choix. Ils peuvent recourir à des experts de leur choix. Vous savez, M. Maurice, il y a la responsabilité. Comprenez qu'il y a la responsabilité et la transparence dans tout ce que vous faites et lorsque vous détenez le pouvoir. Il y a la responsabilité de la transparence. Un dialogue politique, par exemple, robuste, ça contribue à la responsabilisation des dirigeants et les oblige également à rendre des comptes et à être transparents dans tout ce qu'ils font. Et lui-même sait que s'il ne le fait pas, ça va constituer un élément très sensible qui va amener beaucoup de tensions avant même les élections générales de 2026. Donc, c'est d'autant plus normal. Vous pensez que c'est de bon gré qu'il a accepté ça? Ah bon? Vous pensez ça? Non. Comment ce n'est pas de bon gré? Vous savez, quand on dit... Comment c'est de bon gré? Qu'est-ce qu'il disait qu'on ne pouvait pas, qu'on ne devait... Ici, il disait non. Qu'est-ce qui allait se passer? Depuis que je vois cette communication circuler, beaucoup de choses vont se passer. On dit que le chef de l'État a accepté l'audit de la liste électorale. Oui. Et le porte-parole vient de préciser. Wilfried Mbedi vient de préciser qu'il a demandé qu'ils peuvent recourir à des experts de leur choix. Oui. Leur choix. Moi, je crois que nous allons quitter l'émotion. Quelle émotion? Nous allons quitter l'émotion. Vous devez saluer d'abord cette démarche du chef de l'État.
Le journaliste n'est pas fait pour saluer, applaudir un acteur politique. Oui, mais quand c'est bon, monsieur, quand c'est bon, vous dites monsieur Laurent Tonel, il faut le dire. Même le fait Vous dites d'accepter que quand c'est d'abord. bon, Oui, monsieur Mori Agua. Reconnaissez. Il peut beau accepter. On peut beau accepter, être dans le processus d'acceptation, d'accord? Il peut avoir des bâtons dans les roues. Non. Donc on ne le sait pas encore. Écoutez, et on doit prendre avec pincette. Non, Même quand on accepte, il faut prendre avec vous les pincette. Béninois, vous cherchez toujours des choses, des situations. Non, mais on sait, mais attendez, tous les Béninois, on connaît celui qu'on a en face. On sait que le chef de l'État est un bon stratège. Tout le monde le sait. Non, loin de s'il y a des bâtons dans les roues, on le saura, mais pourquoi vous pensez... Pourquoi vous ne pouvez pas être un peu plus positif? Le chef de l'État a reconnu que des gens retrouvaient leur centre de photo très loin de leur lieu de résidence. Il l'a reconnu. Mais le problème, c'est que l'audit, d'accord, nous sommes en 2023. Si on fait l'audit de la liste électorale en 2023, qu'est-ce qui va se passer en 2024, 2025, 2026? Vous ne savez pas. Et on n'a pas dit qu'on fera en 2023. Nous sommes en décembre maintenant. Oui, écoutez, une chose est de faire l'audit de la liste. Vous savez, vous et moi. Attendez, vous êtes d'une génération... On va encore auditer la liste avant 2026 si vous le voulez. Vous êtes d'une génération... Le chef de l'État laissera encore les démocrates auditer la liste avant 2026. Au-delà de la liste électorale, d'accord. Mais vous êtes d'une génération, vous savez très bien qu'en pleine journée d'élection dans ce pays, il y a des zones dans lesquelles on n'a pas envoyé les urnes et les bulletins de vote jusqu'au soir. Vous êtes d'une génération, vous devez savoir ça. Et vous êtes d'une génération, vous devez savoir que dans une région pas loin de vous, de notre Calavi ici, là, que des gens sont allés voter, on a reversé les bulletins dans l'eau. Et on a rempli par d'autres bulletins estampillés. Ça s'est passé dans ce pays. Pas dans l'eau, c'est dans le bas-fond. Certains ont été députés en tout cas, pour ça. Et pourtant, les gens sont députés dans cette localité-là. Vous savez mieux que quiconque. Donc pour oui, vous mais ce n'est pas au cours de, pas au cours de la rupture. Ce n'est pas au cours de la rupture. Non, vous voulez m'amener à situer. Non, ce n'est pas au cours de la rupture. Je ne situerai pas bon, la période. De toute façon, vous êtes d'une génération... Donc vous ignorez ce qui s'est passé à Soava lors des dernières élections? Non, moi je n'en sais rien. Mais certainement, lui est d'une génération, il doit pouvoir savoir ce qui s'est passé de 90 à aujourd'hui, là. Au moins, tout au moins. Je sais. Bon, vous savez au moins, non. Donc, enfin. Vous savez, donc c'est pour vous dire quoi? Le problème, même au-delà du problème, ce n'est pas la liste électorale. Parce qu'on parle de la liste électorale. Donc le problème n'est pas la liste électorale. On parle de la liste électorale. Donc, pourquoi Mori Agua. Pourquoi tous ces agissements? Non, alors? il y a ça, c'est un préalable. La liste électorale, c'est déjà une étape importante. Mais vous savez très bien que rien ne dit encore que certaines fonctions iront aux élections en 2026. C'est ça. Vous le savez ça au moins? Non. Ah, vous ne savez pas. Est-ce que vous saviez est-ce que vous aviez imaginé un instant qu'en 2019, là, on pourrait avoir rien que des fonctions qui soutiennent les chefs d'État qui iront aux élections? Est-ce que vous aviez jamais pensé ça de votre vie, depuis que vous êtes né? Mais c'est arrivé, non? Oui. Est-ce que vous aviez jamais entendu d'un certificat de conformité quelque part à un moment donné? Mais c'est quand même arrivé dans ce pays. Oui. Donc d'autres certificats peuvent venir encore. D'accord. Est-ce que vous avez imaginé que quelqu'un qui a créé son parti avec des gens qui ont dirigé le pouvoir avec lui peuvent être éjectés de leur fonction politique qui devient propriété de quelqu'un d'autre? Est-ce que vous avez imaginé ça dans ce pays une fois dans votre vie? Oui. Ah, donc vous avez imaginé ça? Donc tout est possible. De toute façon, pour vous dire quoi? En réalité, le véritable problème de 2026, c'est régler les problèmes que nous avons connus en 2019, en 2020, 2021, 2023. 2019, élection exclusive, où on a écarté des fonctions politiques. 2020. On a écarté ou bien des formations politiques n'étaient pas le certificat de conformité n'était pas dans la loi. La loi, aucune loi. Sortez-moi une loi. On ne va pas encore refaire ce débat. Oui, mais les partis qui sont allés aux élections, ils avaient le certificat de conformité. C'est pas si c'était un règlement. Et ces partis étaient qui? Laissez-moi finir. 2019, problème parti du pouvoir. Élection exclusive où on n'a pas associé d'autres formations politiques. Première chose. 2020. Des gens ont créé leur parti, ont géré le pouvoir pendant 10 ans avec ça, mais un jour, on les a éjectés, d'autres personnes sont venues chefs du parti, sont allés aux élections pour confirmer, pour valider une stratégie, pour dire que l'opposition est allée aux élections. Ils sont même chefs de file. Quelle opposition est allée aux élections en 2020? 2021, des gens qui appartiennent à une formation politique, qui ont été sanctionnés, se retrouvent être candidats,
notamment Irénée Agossa, avec RLC, restaurer la confiance par opposition de principe, s'est retrouvé candidat et a réussi à avoir les parrainages pendant que les formations qui étaient les plus en vue n'ont pas eu les parrainages et de certains candidats de ces formations se sont retrouvés en prison. Ça, c'est 2021. Et 2023, n'eût été Razaki Amouda à la Cour constitutionnelle, qui, à la dernière minute, d'OMU, a dû rendre la bonne décision, les démocrates n'iraient pas aux élections parce qu'au niveau du service des impôts, il y avait des machinations pour les empêcher d'aller aux élections. Et donc, quand on regarde tous ces processus électoraux, on se rend compte qu'il y a plusieurs problèmes à régler, notamment avant 2026. Si on ne règle pas ces problèmes, on a beau auditer aussi la liste électorale, mais on tombera dans les mêmes travers. Et c'est de ça qu'il est question. Oui, les démocrates sont allés parler de la liste électorale. Et c'est pourquoi je dis eux-mêmes n'ont pas été, ne se sont pas préparés. Parce que le problème des élections au Bénin, ce n'est pas que la liste électorale. Ils ont en image Pascal Yamounida, Rwandais, qui gère le fichier électoral. Mais non, au-delà de ça, il y a bien des problèmes à régler. Donc, je pense sincèrement que nous devons nous préparer. Le chef de l'État est en train de finir son mandat. Patrice Talon a pris les pouvoirs des mains de Boni Yayi. Personne ne pouvait l'imaginer. Même Boni Yayi devrait continuer à penser que c'était un rêve. Jusque là où je vous parle. Mais c'est arrivé quand même. Et il a bien fait de rappeler que, oui, au lieu de remplacer quelqu'un à la Cour constitutionnelle, que de se rappeler que, et je l'ai toujours dit, la Cour qui a déclaré la victoire de Boni Yayi en 2006 a été installée par Kenyakou. La Cour qui a déclaré la victoire de Patrice Talon a été installée par Boni Yayi. Mais ce n'est pas la même situation. Ce n'est pas le même schéma. Tout le monde sait que Patrice Talon n'est pas Boni Yayi pour se faire laisser, pas la même personnalité. Ce n'est pas la même personnalité. Attention. Donc, quand le chef de l'État dit ça et que Boni Yayi et sa troupe se taisent, je ris. Parce que je dis, mais écoutez, le monsieur là n'est pas vous. C'est ça. Et les gens l'ont toujours dit. Il n'y a que Soglo et Boni Yayi pour organiser des élections pour les perdre. Eux, dans leur tête, ils se disent qu'ils ne vont jamais gagner l'élection. Georges Weah a organisé l'élection au Rwanda, au Libéria, il a perdu. Non, mais on parle de l'Afrique. On parle du Bénin. On parle de l'Afrique. Donc, pour vous dire quoi? Au fond, j'ai comme l'impression que le chef d'État, à un moment donné, a trouvé la formule de les hypnotiser et dérouler son plan et leur dire des choses pour faire son show, pour montrer aux gens qu'il est en bonne position, que ce n'est pas lui le problème, mais que c'est les opposants le problème. Mais j'insiste là-dessus, c'est pas parce qu'Olo a déclaré la victoire de Talon en 2016 qu'il faut penser que ça viendra déclarer la victoire d'un opposant s'ils ne se prennent pas. S'ils ne se prennent pas au sérieux, ils seront dribblés, ils seront bernés, je ne vais même pas utiliser le thème que je voulais utiliser là. Oui, parce que en réalité, oui, on est en démocratie, mais on est en démocratie, M. Moriagua, mais toute une machine est mise en œuvre. Toute une machine est mise en œuvre. Donc, du coup, il faut que... De quelle machine vous savez, en fait, nous, de notre position, ce n'est pas qu'on supporte un camp. Si ce n'est pas la machine que vous êtes conçue dans votre tête, ce n'est pas qu'on supporte un camp. Les institutions sont en place au Bénin, oui ou non? Monsieur Moriagua, ce n'est pas qu'on supporte un camp contre un autre. On est en train de faire des analyses. Oui, mais et dans nos analyses, on se base d'abord, on se base sur l'avant, sur le maintenant et l'après. D'accord? Et compte tenu de nos expériences et de ce qu'on a déjà vécu, compte tenu des élections passées, les institutions ne sont pas en place? On n'a jamais contesté ça. On n'a jamais contesté ça. Les élections ont été en place, pourtant, on a réclamé des... Vous invitez les gens à rester vigilants, mais quand vous parlez de machines, je ne sais pas de quoi vous parlez. Les élections étaient en place, pourtant, les quitus fiscaux n'ont jamais été délivrés à temps. On a rencontré des problèmes avec beaucoup de documents. C'est même pas ça. Même entre UP et le Renouveau et BR, il y a des problèmes de fraude. C'est dans ce Bénin que les gars de BR ont accusé les gars du UP et le Renouveau de fraude dans certaines localités. Et c'est dans ce Bénin encore, on n'a pas encore quitté, sous la rupture, que les gens du UP et le Renouveau très récemment ont condamné les gars du BR de fraude et autres. Donc ça veut dire que déjà, entre eux-mêmes, ils nous ont montré qu'il y a des problèmes qui existent. C'est dans ce pays-là, dans ce Bénin-là, on n'a pas encore quitté. On ne veut pas encore quitter. On ne quittera pas. On restera là pour voir. Ne quittez pas avant de répondre à ma dernière question, parce que là, le temps qui nous est imparti c'est dans ce pays que moi, le Bénin qui soutient le chef de l'État, parti qui soutient le pouvoir en place, critique les insuffisances du système en place, notamment du système électoral. Donc, ce n'est pas nous qui inventons. C'est les choses qui existent. Et ils le savent mieux que quiconque. Donc, toute tentative de berner une partie de la population,
ça fait l'affaire de ceux qui sont bernés. Laurent Oulatonekes, Magoujanou, vous avez Encore, 3 minutes oui. pour répondre à ma dernière question. Et si je considère tout ce que vous avez eu à dire par rapport au parti, par rapport à l'organisation des élections, est-il donc nécessaire d'aller à un dialogue politique ou bien ce n'est pas nécessaire? Magoujanou. Non, moi, je confirme, et je le dis, je certifie que c'est nécessaire d'aller à un dialogue politique. Pour aller parler de quoi? Parce qu'il y a beaucoup d'insuffisances, d'accord, qui jalonnent déjà par le passé et même à présent le processus électoral, d'accord. Et il y a beaucoup de choses qui se sont passées par le passé qui obligent forcément à aller vers un dialogue politique national pour pouvoir corriger ces insuffisances-là. Parce que Vous parlez de cutus fiscal, pour non, parler non, de... non, je n'ai même pas dit ça. Vous savez, Donc, en temps, même dans leur sein, est-ce qu'ils paient d'abord? Entre parenthèses. Maintenant, en temps, je dis, le chef de l'État disait, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. D'accord? Quel chef de l'État? Et il faut que les démocrates... électoral. Oui. Ceux qui y croient. Bon, le président de l'Assemblée. Mais il faut qu'il se mette dans la tête... Oui, l'ancien président de l'Assemblée. Donc, il faut qu'il se mette dans la tête qu'en réalité, tout ce qui est en train d'être fait actuellement, et que toutes les promesses qu'on est en train de leur faire, qu'ils prennent gaffe. Parce qu'après, on ne va pas assister au phénomène de pouvoir s'accuser mutuellement. C'est-à-dire? Les partis d'opposition, de leur position, doivent prendre leurs responsabilités en ce qui les concerne. D'accord? Et également, le pouvoir également, dans son rôle également, doit faire pour que les choses puissent se dérouler dans les règles de l'art de façon démocratique. Pour que le peuple s'en sorte gagnant. Je crois qu'il faut véritablement... Donc, il faut le dialogue politique. Et oublier carrément, en tout cas, les coups bas, les mécanismes de fraude et de magouille incessantes qu'il existe et laisser la population décider de qui va assurer son avenir. Il le faut. Je crois qu'il faut un dialogue national. Pas comme celle qu'on a organisée par le passé. C'était en 2019. Avec des personnalités, en 2019. Avec des personnalités mitigées qui finalement ont atterri soit à l'Assemblée nationale ou à la Cour constitutionnelle. Il faut des acteurs sincères qui veulent dire la vérité, qui veulent affronter le chef de l'État. Même si son soutien chef de l'État dit au chef de l'État, à ce niveau, corrigeons ça. Parce que nous ne corrigeons ça pas pour maintenant. Nous corrigeons ça pour la postérité. Ce que nous faisons aujourd'hui, on ne vote pas des lois ou on ne prend pas des décisions aujourd'hui pour régler un problème. On règle ça pour la durée. Si vous les réglez pour aujourd'hui, ça restera là et demain, vous serez les victimes plus tard. Donc, il vaut mieux aller s'asseoir, discuter. Discuter véritablement. Je veux bien sentir les autres partis d'opposition se prononcer, le MPL, si véritablement sont de l'opposition, qui se prononcent, FCB, de se prononcer sur ceux qui sont en prison, de se prononcer sur la situation des exilés politiques. Je suis d'accord que des gens à qui on a trouvé des choses assez concrètes à reprocher, qui viennent répondre. Et question de Kissi fiscal, je dis toujours, si vous aspirez à diriger le pays, arrangez-vous pour aller payer vos impôts et ne de rien devoir payer à l'État. Mais quand ça rentre dans les machinations politiques, je ne suis pas d'accord. Mais je dis sur la question, je suis formel, j'ai été clair. Tous ceux qui doivent à l'État et qui pensent qu'ils veulent diriger le Bénin, soit député ou chef quartier ou maire dans ce pays, ils n'ont qu'à aller s'arranger pour payer les dettes de l'État. Parce que c'est avec ça que nous construisons notre pays. Mais que ça ne soit pas un instrument politique. C'est ce que nous désavouons chaque fois. Donc, quand on regarde tout ça, oui, revoyons-nous autour d'une table, discutons dans une salle, opposants mouvanciers, et parlons développement, parlons emploi des jeunes, parlons autonomisation des femmes, plutôt que de continuer à nous confondre ou à nous complaire dans les intrigues politiques. Et le dialogue, ça favorise forcément le progrès. Ça facilite le progrès et le bien-être de la société. Très bien. D'accord. Merci. Merci. Magoujanou. Merci, Maurice Agua. Laurent Oulatonekes, qu'est-ce que vous voulez dire? Non. Merci. Merci. Merci à vous. Nous sommes donc au terme de cette émission, Forum des rédactions. L'esprit de cette émission, c'est un peu d'analyser l'actualité politique, de prendre l'avis, ou du moins de permettre aux analystes politiques de s'exprimer, de dire ou du moins d'apporter leur regard, de porter leur regard sur l'actualité politique. C'est ça, c'est ce que je vais dire. Et merci de nous avoir suivis. J'espère qu'il y a des choses à tirer de cette émission
pour que les choses avancent mieux dans le pays? Faut-il aller à un dialogue politique? Unanimement, les analystes politiques pensent que oui, il faut aller à un dialogue politique, un dialogue au franc, où l'on puisse échanger et dire ce qui ne va pas, ce qu'il faut corriger pour la postérité. Madame, Messieurs, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Marcel Yeddo était à la réalisation de cette émission. Alain Alou au son, Martin Toïnsi à la diffusion, Modeste Molekondi. C'est lui qui a permis que vous nous suivez sur les plateformes YouTube, Facebook, Twitter. Merci à toutes et à tous. Passez un excellent week-end.